Merci Jean-Marc. Mon accent est du sud-ouest. J'ai effectivement passé 17 ans dans les travaux publics, dans le nucléaire, les ports, en France et à l'étranger, et 23 ans dans une société d'autoroute. Donc je vais vous parler d'une passion, l'aménagement du territoire et la mobilité. Et ça ne sera pas de la prospective, vous verrez, c'est de la rétrospective. Les trucs intelligents que je vais proposer existent depuis 19-20 ans. Voilà. Bien, alors, donc, les enjeux de la mobilité dans les périphéries des grandes agglomérations. Je vous propose 80 diapos, si j'ai bonne mémoire, avec, en 4 points, quelques éléments de cadrage très généraux sur la mobilité, les conditions de la mobilité domicile-travail en grande couronne, comparaison internationale et le potentiel du modèle madrilène. On parlera du modèle madrilène pour la région Île-de-France. Alors, en quelques mots, la consommation de transport se mesure en kilomètres parcourus, en voyageurs kilomètres. Et si on ramène ça aux Français moyens, eh bien, nous effectuons en moyenne par an à peu près 14 000 km, dont 11 000 en voiture, 1 500 en transport ferroviaire, 800 en transport collectif sur route, et puis le transport aérien intérieur, 200, j'ai plus en tête le chiffre transport aérien en général. Les enquêtes nationales, ENTD, enquête nationale transport et déplacement, distinguent deux types de mobilité. Les voyages, plus de 80 km ou bien une nuitée en dehors du domicile, et les déplacements hebdomadaires. Alors, juste un ou deux trucs pour, comme ça, cadrer un petit peu les débats. Quand vous regardez les mobilités, vous apercevez qu'il y a des motifs, achat, école, donc domicile achat, domicile école, domicile travail, loisirs et voyages. Il y a également des déplacements du quotidien, ils sont à la mode politiquement en ce moment, les mobilités du quotidien, des déplacements dont la fréquence est hebdomadaire, disons, c'est les courses le samedi soir ou le samedi après-midi au supermarché, ou les loisirs, et puis des déplacements un peu plus exceptionnels, les voyages. Alors, il est clair qu'il s'exprime sur des portées très différentes. En général, les motifs achat et école, la ville est organisée pour offrir des services à proximité des lieux d'habitation, l'école maternelle, les magasins, etc. Nous verrons que pour ce qui est de l'accès au travail, à la formation et à l'université, les distances sont nettement plus longues en moyenne. Et puis, pour certains loisirs hebdomadaires, eh bien, on part en Normandie où on va faire des achats chez Ikea à l'autre bout de la région. Et bien sûr, je ne parle pas des voyages. Alors, premier constat d'évolution des mobilités pour ce qui concerne les voyages entre l'enquête nationale de 1994 et celle de 2008, on s'aperçoit que les distances par personne et par an ont augmenté de 15%. Par contre, pratiquement zéro au niveau de la distance par voyage. Et ce qui a augmenté, c'est le nombre de voyages par personne et par an. Et d'ailleurs, le nombre de nuitées passées hors du domicile a diminué. Donc, si on résume ce petit constat, plus 1% par an, plus souvent, moins longtemps. Alors, c'est assez simple. Lorsque les congés payés ont été créés, les ménages partaient une fois en vacances. Maintenant, on part 3 ou 4 fois, une fois à Noël, une fois à Pâques, etc. Et comme la durée disponible n'a pas augmenté, eh bien, on part moins longtemps. Alors, c'est un constat très simple, c'est juste pour toucher du doigt quelques phénomènes. Si on regarde maintenant les déplacements du quotidien, eh bien, la mobilité courte distance en une douzaine d'années par personne et par jour a augmenté de 9%, la longueur moyenne de 10% et le nombre de déplacements par jour de 0% à peu près. Et donc là, ça se résume par à peu près 0,7% par an et plus loin. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, je vous dirai un peu plus loin, il faut se méfier des moyennes. Mais c'est pour toucher du doigt déjà deux phénomènes. On constate sur le long terme que nos concitoyens réinvestissent les gains de richesse, de consommation des ménages pour se déplacer davantage, et ils réinvestissent également les gains de vitesse offerts, par exemple lorsqu'on crée une ligne LGV, une autoroute, un RER, on consomme ce gain de vitesse pour aller plus loin. Et on se déplace en général à temps constant, c'est la conjecture de Zahavi. Alors,
Yves Crozet, qui est un économiste du laboratoire d'économie des transports de Lyon, dit les gains de temps sont au moins en partie réinvestis en distance supplémentaire, plus loin ou plus souvent. Et on constate en moyenne, mais il faut se méfier des moyennes, une quasi-constance des budgets temps de transport par jour. C'est la conjecture de Zahavi, qui est portée en France par un certain nombre de gens qui s'appellent Jean. Jean Poulit, Jean-Gérard Koenig, Jean Dolons chez Cofiroute. De la relation entre la distance parcourue et le PIB. Alors oui, on a constaté, il y a un chercheur américain qui a mis sur une courbe la consommation de transport depuis 50 ans par pays au regard du PIB par tête. Et on s'aperçoit que ça monte en échelle doublement logarithmique. On a des espèces de droite qui convergeaient vers un chiffre absolument astronomique. Et depuis, on se demande d'ailleurs si cela est bien raisonnable, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un découplage entre la mobilité et le PIB. En tout cas, ce que dit Yves Crozet, c'est de la relation entre distance parcourue et PIB. On peut donc passer à une autre, la relation entre la vitesse moyenne de déplacement et le PIB. Et ce qu'on constate depuis quelque temps, c'est, depuis 2002 pour être très précis, on voit apparaître un découplage entre le PIB par tête et la consommation de transport, tout mode confondu d'ailleurs. Je n'irai pas plus loin sur ces sujets-là, c'était juste une vision un peu générale. Alors, autre élément qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les enquêtes globales transport. Ce sont des enquêtes très sérieuses qui portent en général pour la région Île-de-France sur 10 000 ménages, 50 questions, et on peut croiser les motifs, les portées, les CSP, les modes de transport, etc. Et on utilise, nous, à Cofiroute, sur le domicile travail, quelque chose qui est plus précis, c'est les recensements INSEE, puisque quand l'INSEE fait un recensement, on vous demande non seulement les caractéristiques du ménage, le logement, etc., mais aussi où est-ce que vous travaillez. Et donc, on a de manière très précise les mobilités domicile-travail. Voilà, j'en ai fini pour le premier point, et je vais vous parler des conditions de la mobilité domicile-travail en grande couronne, sachant que de temps en temps, je vous dirai que pour les grandes métropoles régionales, c'est à peu près similaire. Alors, pourquoi le domicile-travail ? Eh bien, bien évidemment, les déplacements domicile et travail ou études, ce sont des déplacements contraints. On peut aller moins souvent faire des achats, surtout si on a un réfrigérateur et un congélateur. On peut ne pas aller au cinéma très loin, on peut y aller au cinéma d'à côté. Donc on sent que ces motifs-là sont malléables. Par contre, l'accès au travail ou aux études, c'est difficile de s'en passer, même si on parle beaucoup du télétravail. L'accès à l'emploi est l'un des principaux moteurs du phénomène d'urbanisation et bien sûr l'aspect économique de ce motif est évident. Il y a des enjeux techniques, il représente plus de la moitié de la consommation de transport en jour ouvrable, consommation de transport exprimée en kilomètres et pas en nombre, j'y reviendrai. Ils sont dimensionnants pour les réseaux de transport parce qu'ils ont lieu aux heures de pointe du matin et du soir. Parmi les déplacements du quotidien, ce sont les plus longs et ils ont une autre caractéristique qui a été beaucoup oubliée depuis 20 ou 30 ans, c'est que non seulement ce sont les plus longs, mais ce sont ceux qui augmentent le plus vite en portée. Alors, j'ai parlé urbanisation. Alors, il faut savoir qu'on définit les aires urbaines. Alors, l'aire urbaine, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des communes qui, par un processus itératif, voient au moins 40% de leurs actifs aller travailler en direction du centre. Exemple, vous avez une commune, vous avez Paris ici, et vous avez une commune là, dont 40% des actifs vont travailler vers Paris. Donc elle est dans l'aire urbaine. Vous prenez une autre commune là, celle-là, elle a 40% des actifs qui vont travailler, pas nécessairement à Paris, mais dans cette direction. Elle fait partie de l'aire urbaine, et ainsi de suite. Donc l'aire urbaine de la région parisienne a dépassé l'Île-de-France, c'est tout ça. Elle totalise 12 millions d'habitants et elle compte 1700 communes. Et à partir d'un certain moment, elle entre en compétition avec Orléans, Chartres, etc. Donc vous voyez la notion d'aire urbaine, c'est le déplacement domicile-travail qui en est un petit peu le moteur. Alors quand on regarde les aires urbaines au niveau de la France, eh bien on obtient la carte que vous connaissez, avec bien sûr un phénomène d'urbanisation très net le long des côtes,
Et une très grande dynamique, en gros, dans tous ces secteurs-là, et un peu moins dans ces secteurs-là. Alors si on regarde sur les recensements, je vous montrerai beaucoup de documents issus des recensements de 62, 68, etc., jusqu'en 2006-8. Les villes-centres étaient à 15 millions d'habitants et sont à peu près à 17. Les banlieues, alors la banlieue c'est une définition intermédiaire, on distingue la banlieue et le périurbain et la zone centre, la ville-centre. Les banlieues étaient à 12 millions et sont maintenant à 20 millions, et les couronnes périurbaines sont maintenant à 10 millions. 10 plus 20, ça fait 30, et 30, c'est la moitié de la population française. Et d'ailleurs, ce sont ces territoires, banlieues plus couronnes, qui ont avalé les 15 millions d'habitants supplémentaires que la France a connus entre 1962 et aujourd'hui. Donc, se méfier des moyennes, c'est là que la population s'installe. Jusque-là, tout le monde le sait, tout va bien. L'étalement urbain. L'étalement urbain, bon, tout le monde en a entendu parler. Il peut se résumer assez simplement. Il y a un siècle, on était 5 millions d'habitants en région Île-de-France, et d'ailleurs, la notion d'aire urbaine n'existait pas à l'époque, mais si elle avait existé, elle se serait probablement limitée à 3 millions et quelques habitants. Et sur ces 5, il y en avait donc 3 dans Paris, et probablement, on ne parlait pas d'aire urbaine, mais elle était très réduite. Versailles était une ville qui ne faisait pas partie de l'aire urbaine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 40% de Versaillais qui allaient travailler à Paris. Et un siècle plus tard, le 5 est devenu 11,7 et le 3 est devenu 2. Et le 2 est devenu 9,7. Alors, on trouve là deux phénomènes. L'étalement urbain, dont tout le monde connaît les effets, c'est mieux vivre et travailler ensemble en quittant les campagnes pour se rapprocher des aménités qu'offre la ville. Les aménités, c'est davantage d'opportunités d'emploi, davantage d'opportunités de loisirs, de rencontrer le conjoint, de services médicaux, etc., l'école, etc. Et il y a un autre phénomène qui va en sens contraire, qui milite pour l'étalement. C'est en gros le besoin d'espace où dans un appartement de 50 mètres carrés il y a 30 ans, il y avait un ménage avec 2 enfants, et aujourd'hui, on dirait il y a un ménage monoparental avec un enfant. Bilan de la plaisanterie, 2 fois plus de surface pour 50 mètres carrés. Alors, pour la petite histoire, ça c'était en 1900, et en 11 ans, nos antéprédécesseurs ont construit un réseau de métro entre 1901 et 1914 qui totalisait 140 stations, c'est-à-dire qu'à l'époque, 60% de la population de la région Île-de-France avait accès au transport collectif. Retenez-le parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins. Alors, bien sûr, on entend dire, au fond, si on veut régler les problèmes, il faut créer des emplois à proximité des lieux d'habitation. C'est ce qu'on entend souvent dire. Sauf que c'est ce qu'on fait depuis au moins 2 générations. Puisque vous voyez ici, ces documents INSEE, j'utilise beaucoup de documents INSEE, je vous ai dit, il y a très peu de prospectives dans mon propos. Vous voyez, entre 82 et 90, en rouge, c'était les créations de zones d'activité, et en bleu, les diminutions de zones d'activité, et puis ça a continué sur la décennie suivante. Alors si on l'exprime autrement, si on prend par exemple la population de Paris en bleu, et les emplois de Paris en bleu, puis en vert, dans le rouge de la petite couronne, et en vert de la grande couronne, vous voyez bien que, certes, la population est passée de un peu moins de 3 millions à 5 millions en grande couronne, mais les emplois ont fait plus que doubler pratiquement. Hein. Alors, bien sûr, il n'y a pas un équilibre emploi-actif en grande couronne, mais la volonté politique de créer des emplois en grande couronne est très nette. Et d'ailleurs, quand on compare les densités de population et les densités d'emploi, avec des échelles, j'aurais dû diviser cette échelle-là par 2, puisqu'en général, pour 2 habitants, on a un actif. Mais bon, là, c'est fait comme ça. Hein. On retrouve bien sûr les lignes de force, des grandes lignes de transport, RER notamment, mais surtout les routes nationales, beaucoup plus que les autoroutes. Et on voit que la répartition des emplois suit d'assez près la répartition de la population.
Alors, au titre de l'Association mondiale de la route, on s'est penché sur un certain nombre de comparaisons entre Tokyo, Paris, Madrid, Toronto, en comparant à chaque fois une zone centrale, une première couronne et une deuxième couronne plus lointaine. Et pour chacune de ces zones, on a les rayons, les surfaces. Oui, pour la gouvernance, le nombre de décideurs. Hein, alors là, on est les grands gagnants en région Île-de-France. Hein. Le grand gagnant, c'est Singapour, qui s'écrit 1, une ville-État, point, terminé. Les décisions se prennent très vite. Et puis ici, par exemple, vous avez le ratio nombre de... Non, c'est la population sur le nombre d'emplois et pas le contraire. Donc vous voyez, mis à part Tokyo, où on a une concentration dans le centre relativement forte, vous voyez que des agglomérations, des aires urbaines comme Paris, Madrid et a fortiori Toronto, on a quand même un équilibre, un assez bon équilibre de population-emploi. Alors, densifier, on entend beaucoup dire, bon, ben, il faut densifier. Hein, alors, je dis oui pour les flux, mais les flux, c'est 30 à 50 à 70 000. Actuellement, on est à 30 000 logements par an. L'ambition, c'est d'en faire 70 000. Hein. Mais les stocks, ben, on a 6 millions de franciliens, ce qui fait à peu près 2 millions de logements, qui habitent au-delà de la petite couronne. Hein. Donc, les problèmes, ils sont quand même aujourd'hui et dans les 10 ans qui viennent, on n'a pas le temps d'attendre la densification. On a en France un tropisme qui est le suivant. Les banlieues, le périurbain, c'est pas bien. D'ailleurs, ces gens-là ne votent pas très bien, ce qui confirme la première assertion. Et ça vient probablement du fait que nous avons tous en tête le petit village gaulois dont nous sommes issus, ou éventuellement la ville-centre Lutèce. Et voilà, on est resté sur ce schéma. Et entre les deux, ce qu'il y a, c'est pas bien. Sauf que, quand on sort de France, on s'aperçoit que je ne connais pas de grandes villes sans banlieue, sans périurbain, et il paraît que si on fait une analyse historique, ben c'est pareil. Mais bon, c'est comme ça, on n'aime pas, nous, les banlieues. Alors, la demande de transport, état des lieux et tendance. Alors, un petit résultat tout d'abord, extrait de l'enquête globale transport 2001 sur la région Île-de-France. Vous voyez, il y avait un peu moins de 10 millions d'habitants, 33 millions de déplacements quotidiens, un habitant, 3,3 à peu près déplacements par personne et par jour. Dont un tiers en marche à pied et vélo, les modes actifs, 10 millions, 15 millions en 2001 par la route, 6-7 millions en transport collectif, un tiers route, 2 tiers ferroviaire. Ça, c'est un nombre. Mais si vous raisonnez en kilomètres voyageurs, vous voyez qu'en moyenne, 5 km, on est à 100, les franciliens consommaient en 2001 165 millions de kilomètres par jour. Alors, tous mes kilomètres, c'est du vol d'oiseau. On appelle ça des portées, parce que dans les enquêtes, on ne sait pas exactement le chemin suivi. Si vous voulez avoir une idée des kilomètres réellement effectués, il faut ajouter à peu près 30%. Donc 165 millions de kilomètres qui se répartissent en 7 millions seulement, soit 4% du total pour la marche à pied et vélo, 100 millions pour la voiture, etc. et 50 millions pour le ferroviaire. Donc, si je dis cela, c'est parce que là aussi, on tombe sur des discours récurrents. Hein, la marche à pied a augmenté. C'est vrai, elle a augmenté. Sauf que, quand vous regardez d'un peu plus près, à l'époque, en 2001, on considérait un zonage de 300 mètres par 300 mètres et tout déplacement interne à cette zone comptait pour 0. Là, pour avoir quelque chose de plus précis, on est passé à un zonage de 100 mètres par 100. Alors, inutile de vous dire que les déplacements courts ont fait un bond et que la marche à pied a fait un bond phénoménal. Ça m'agace, mais c'est comme ça. J'aime bien les trucs scientifiques et Jean-Marc aussi, je crois. Enfin bref, je pense personnellement que la véritable mesure de la consommation de transport, c'est des kilomètres. Parce que c'est ça qui consomme de l'énergie, c'est ça qui, dans certains cas, émet du CO2, c'est ça qui coûte du temps, de la pénibilité et qui encombre les réseaux. Voilà. Donc, si vous entendez parler de nombre de déplacements, vous demandez tout de suite après quelles sont les portées pour en déduire les distances parcourues. Oui, alors, plus de la moitié sont motivés par le travail ou les études. Ok. Alors, quelques extraits de l'EGT, des évolutions de la mobilité sur 5 ou 6 EGT entre 1976, 84, 90 et 2001. Celle de 99 n'était pas très représentative, ils ont eu des problèmes.
Donc on voit par exemple le nombre moyen de déplacements par jour et par personne qui est à peu près stable selon les territoires, Paris, petite couronne, grande couronne. On y voit la portée moyenne des déplacements selon le motif. Alors vous voyez en bleu déjà que le motif domicile-travail, les portées moyennes sont élevées et qu'elles augmentent vite. Affaires professionnelles aussi, les autres sont un peu plus stables, les autres motifs. Le nombre de déplacements quotidiens des franciliens, eh bien, ils suivent la population, en gros, l'augmentation de population. Là, c'est le nombre absolu, en milliers de déplacements. Et là, on voit quelque chose qui est déjà intéressant. Évolution des distances totales parcourues en véhicule particulier. Il y a un truc qui grimpe à toute vitesse, là, c'est la grande couronne. Donc on se dit, tiens, il se passe des choses en grande couronne. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, il se trouve que l'INSEE publiait des cartes qui donnaient pour chaque commune la distance moyenne que doivent parcourir les actifs de la commune pour aller travailler. Exemple, cette commune est à 50 km du centre de Paris. Elle est dans cette couleur-là à peu près, donc en moyenne, les actifs de cette commune devaient parcourir 15 km pour aller travailler. C'est comme ça qu'elle se lit. Donc vous avez 75, 82, 99. Pour 2008, on n'a pas la carte, mais on a récupéré les données et c'est une interprétation, pas une interprétation, une analyse Cofiroute des données INSEE appliquées à la région Île-de-France, à l'aire urbaine de l'Île-de-France, puisqu'elle est maintenant grande comme ça. Et donc vous voyez, il y a une tache jaune au milieu qui pèse 2 millions d'habitants. Ici, la petite couronne, 4 millions d'habitants, et le reste, ben, c'est 5 à 6 millions, selon le même code. Vous voyez qu'il s'est passé quand même des choses sur une période finalement assez courte. Tiens, j'ai mis du désordre là. Et du coup, comme on a à l'évidence un phénomène assez radioconcentrique, c'est marrant, on ne voit pas les villes nouvelles là-dessus. On devrait les voir, et on ne les voit pas. On voit quelque chose qui est une fonction du rayon. Alors du coup, on a pris les 1300 communes de la région Île-de-France et on a mis sur un graphique la distance par rapport au centre de la commune considérée et la portée des déplacements de cette commune. On obtient quelque chose de très chouette. Et du coup, on s'est dit, eh bien, tiens, on va les grouper par tranche de 5 km en partant du centre, et on obtient ça. Évolution de la portée des déplacements domicile-travail de 68 à 2008. On va donc regrouper les communes par tranche de 5 km, des couronnes concentriques, à partir du centre de Paris. Alors en 1968, vous aviez ça. En 1975, 1982, 1990, 99, 2008. Alors, c'est intéressant parce que où trouve-t-on une station de métro tous les 400 mètres, ici? Où trouve-t-on 5 gares de LGV, ici? Il y en a une quelque part par là, à Massy-Palaiseau. Où trouve-t-on les politiques les plus dynamiques en matière de mode actif vélo? Ici. Voiture partagée, ici. Où fait-on les colloques? 100% des colloques sur la mobilité, y compris au Shift Project, ici. Où sont les problèmes? Vous l'avez compris, quelque part par là, mais... Et où fait-on le Grand Paris? Je vais vous en parler ici. C'est intéressant. Alors le creux, Jean-Marc m'a posé la question il y a 4 ou 5 mois, je n'ai pas la réponse, mais j'ai une idée. Mais non vérifiée, donc je ne sais pas. Quand on fait des plans d'occupation du sol, et il y en a eu il y a 40 ans déjà, en général, on définit une ceinture verte qui est censée limiter l'expansion urbaine et avec des forêts comme Fontainebleau ou autres. Et il faudrait vérifier s'il n'y en a pas quelque part par là des ceintures comme ça et quelque part par là. Mais visiblement, c'est passé à travers, ou dessous, ou à côté. Mais je pense que c'est ça le phénomène. Non, on est... Non. Alors, évidemment, à ce stade, en général, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, non, mais attends, tu exagères, ça c'est des portées, mais il n'y a personne là. » Je dis « Ouais, c'est vrai. » Donc, pour mesurer la consommation de transport générée par une couronne, il faut multiplier ce chiffre par les actifs de la couronne considérée, et ça donne ça. C'est-à-dire que le 1 100 000 actifs parisiens
fait 5 km le matin à peu près pour aller bosser, 5 km le soir pour revenir, total 10 millions de kilomètres. Il génère un besoin de transport de 10 millions de kilomètres. La couronne suivante, 14, 16, 14, 12, 10. Comprenons-nous bien, ces gens-là n'encombrent pas que les RER ou les routes de cette couronne. Ils vont encombrer quelque part les réseaux qui sont ici. Hein, faut pas, Mais ce que montre ce graphique, c'est que les besoins de transport générés par les actifs de cette couronne sont du même ordre de grandeur que ceux du 1,1 million actifs parisiens. Voilà. Alors, si on rassemble tout cela pour simplifier un petit peu, en fonction du lieu de résidence, à Paris, on a à peu près 1 million d'actifs, pour faire simple, 10 millions de kilomètres de besoins de transport. Une couronne de 5 à 15 kilomètres, c'est la petite couronne, en gros, avec 2 millions d'actifs, hein, tout ça c'est très arrondi, hein, 28 millions, 3 fois plus. 15 à 45, 52 millions, et puis les quelques actifs qui sont assez loin, ben, à eux seuls, ils génèrent 2 fois plus que les Parisiens. Alors, évidemment, à ce stade, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais c'est fou ça, on crée des emplois à proximité des lieux d'habitation et pourtant les distances domicile-travail augmentent ». C'est vrai. Et toujours pareil, les données INSEE permettent de répondre à des questions. Il y a à Paris 1 780 000 emplois avec une très grande diversité d'emplois, où on a besoin de tout, hein, de toutes les catégories d'emplois, dans tous les domaines, et il y a 1 070 000 actifs. Or, on pourrait penser que ceux-là vont se précipiter là-dessus. Eh bien, il n'y en a que les 2 tiers qui font ça. Il y en a 750 000 qui occupent des emplois là-dedans. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous en avez les 2 tiers qui occupent les emplois de la ville-centre. Alors c'est curieux parce que j'ai fait l'exercice sur d'autres villes. La ville-centre, en gros, l'ordre de grandeur, il y en a les 2 tiers qui travaillent dans la ville-centre, 1 tiers dehors. Et les communes qui sont dehors, c'est le contraire. Hein. C'est pas du 80-20, c'est du 70-30 et du 30-70. En gros, hein, pour faire simple. Alors je me suis amusé, alors là, donc, où vont travailler les 320 000 actifs qui effectuent plus de 5 km, ils vont assez loin, et qui occupent les 930 000 emplois, ils viennent d'assez loin. Alors, j'ai donné les chiffres détaillés à un matheux, moi je ne suis plus du tout matheux, hein, je l'étais dans mon jeune âge, à un matheux qui a retrouvé des lois exponentielles avec une très grande fiabilité, qui confirment la théorie de l'accessibilité. Alors là-dessus, il y a un prix Nobel qui s'appelait McFadden, un Canadien qui s'appelle Marc Gaudry, et puis les 3 gens dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent vous parler de la théorie de l'accessibilité, qui dit, en gros, si moi, issu d'un petit village de 1100 habitants dans le sud-ouest, je suis monté à Paris, comme on dit là-bas, c'est parce que j'avais davantage d'opportunités de trouver ici des emplois à la hauteur de mes ambitions, dans un rayon d'une demi-heure ou d'une heure de mon domicile, que je n'en ai dans mon petit village du sud-ouest. Pareil pour la santé, pareil pour l'éducation, pareil pour les loisirs, etc. En gros, c'est ce que dit cette théorie de l'accessibilité. Alors, si on regarde Marne-la-Vallée, c'est intéressant parce que ceux qui ont imaginé les villes nouvelles ont bien évidemment veillé à ce qu'il y ait pratiquement... Alors, à Marne-la-Vallée, il y a 110 000 actifs et à peu près 100 000 emplois. Donc ils ont cherché l'équilibre. Manque de peau, sur les 110 000 actifs, il n'y en a qu'un tiers qui travaille dans Marne-la-Vallée. Et les autres actifs qui travaillent à Marne-la-Vallée, d'où viennent-ils? Eh bien, il y en a qui viennent de Paris, mais ils viennent d'un peu partout. Et il est évident que quand on va chercher à transporter tous ces gens-là avec des modes collectifs, on a un problème. Hein. On n'arrive pas à massifier. Alors pourquoi avons-nous cette dispersion des déplacements domicile-travail? Il y a plusieurs exemples qu'on peut avoir en tête. Il y en a un, c'est la spécialisation. Vous avez des entreprises qui recherchent des profils de plus en plus pointus. Exemple, recherche contrôleur de gestion, parlant allemand, 3 ans d'expérience dans l'automobile. Et en face de ça, vous avez un jeune qui sort d'une école de commerce qui a justement fait ses 3 années, patati patata. Et donc l'appariement entre cette offre et cette demande va générer des distances assez longues. Il y a un autre exemple, c'est les emplois précaires, les CDD et les intérimaires. Le gars qui a fini son CDD et qui cherche un emploi, surtout en période de crise, on lui dit ben, on a trouvé quelque chose, il a trouvé quelque chose à 30 km, ben, il va y aller. Il y a un autre exemple, c'est les couples avec deux actifs. Ils s'installent en général à côté
de l'emploi de l'un des deux actifs, et puis l'autre, il va assez loin. Voilà quelques exemples, il y en a probablement d'autres. Mais plus généralement, c'est une expression de la liberté de choisir l'employeur qui correspond le mieux à vos désirs, à vos envies. Dit autrement, à l'autre bout du spectre, vous aviez la mine et le coron. Bon, c'est pas un très bon modèle. Hein. Voilà, donc ce comportement, il faut en tenir compte. Hein, et alors, inutile de vous dire qu'on le constate non seulement en France, mais dans pratiquement tous les pays du monde. Alors, l'offre de transport. On a vu la demande. Maintenant, un petit zoom sur l'offre. Alors, si on regarde ça, toujours pareil avec quelques chiffres, dans le domaine de la route, on a à peu près 300 km d'autoroute, 500 km de quasi-autoroute. Hein. Ça ne s'appelle plus des voies rapides urbaines, ça s'appelle des voies structurantes d'agglomération depuis 2 ou 3 mois, mais c'est pareil. Il y a 300 km de route nationale, 1100 km et 10 000 km de route départementale, plus je ne sais plus combien de kilomètres de voies communales. Le pays fait une voie communale. Hein. Total à peu près 12 000, sans compter les voies communales. Si on prend les transports en commun en site propre, du métro, du tramway, du RER, des trains de banlieue, 1700 km. Le Grand Paris, 170 km, en gros. Ouais, on ne va pas trop aller dans les détails. Alors, regardons un petit peu comment sont répartis, non pas les kilomètres, parce que ce qui compte, c'est les gares, au fond. Comment est répartie l'offre de transport collectif en région Île-de-France? Eh bien là, on a éclaté, vous avez Paris, 293 stations pour 20 communes, 14 stations par commune, et la Grande Couronne, vous avez 320 gares pour 60 fois plus de communes. Donc ramené au nombre de gares, il y en a 60 fois moins, et ramené à la surface, il y en a 100 fois moins, si vous prenez ça pour la surface. Et la petite couronne est intermédiaire. Donc vous avez une double ségrégation spatiale, le lieu de travail 4 fois plus loin, et 50 fois moins de transport guidé. Alors, c'est pas tout. Quand il y a une gare, souvent il n'y a pas de trains fréquents. Ça, c'est une carte du STIF qui date un peu, c'est 2006 de mémoire ou 2005, je ne sais plus, qui donne en vert, par exemple, à l'heure de pointe, vous avez entre 1 et 2 trains à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pleins. Donc on diminue la fréquence. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux. Le niveau de service n'étant pas bon, que font les banlieusards? Ils prennent leur voiture. Donc c'est une triple ségrégation spatiale. Alors, les modes actifs, oui, bien sûr, pour les déplacements de proximité et pour les déplacements, à condition qu'il y ait les commerces, mais en général ils y sont, les écoles, etc. Et on a environ 20-30% des emplois qui font moins de 5 km en nombre. Parce que si on regarde en distance, et on l'a fait, parce qu'évidemment, comme on nous dit mode actif, on a pris tous les déplacements de moins de 5 km, on a multiplié par les portées de ces déplacements, et puis qu'est-ce qu'on obtient? On enlève ce qui est en bleu là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Il faut créer des conditions de mobilité de proximité avec les modes actifs. Mais on voit bien qu'on n'adresse toujours pas ce problème-là. Alors, pour la petite histoire, c'est pareil dans beaucoup de grandes métropoles régionales. Il se trouve qu'un centre d'études techniques de l'équipement a sorti une cartographie des trajets domicile-travail de plus de 35 km effectués en voiture, pour lesquels on dénombre plus de 15 actifs, sinon il y a tellement de traits qu'on ne voit plus rien. Et voilà, ils ont une carte qui ressemble singulièrement à celle-là. C'est normal, puisque cette carte-là n'est qu'une expression des déplacements domicile-travail. Alors, autre idée, développer les transports collectifs en commun, guidés, dans les banlieues. Alors, vous avez là le projet du Grand Paris Express, que vous connaissez, c'est une carte un peu ancienne. Le dernier projet n'est pas tout à fait le même, mais il a à peu près la même allure. Hein, si ce n'est que personne ne le dessine à l'échelle de la région Île-de-France. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que le Grand Paris Express n'est pas utile. Il adresse un problème qui est réel, la congestion du système de réseau de transport collectif dans le centre et l'évolution des besoins de déplacement, c'est-à-dire qu'il est déjà justifié par les conditions actuelles de congestion dans les réseaux de la zone centrale, et il le sera encore plus avec l'augmentation de la demande. Mais il n'adresse pas
les besoins de mobilité des 5 millions d'habitants qui sont dans la zone non blanche de cette carte. Alors, si on résume tout cela, que constate-t-on au fond? Il y a eu il y a 40 ans, les moins jeunes dans la salle s'en souviennent, un débat, Paris et le désert français, qui avait provoqué une réaction où en gros l'État s'était décidé à œuvrer pour que la France ne se résume pas à une très grande capitale et puis des petites satellites. Et donc c'est l'époque à laquelle il a été décidé des autoroutes et des lignes LGV qui ont équilibré en quelque sorte le territoire. Mais pendant qu'on s'occupait de ça, on n'a pas vu le problème des banlieues et du périurbain, parce qu'en gros, l'État s'occupait des liaisons interurbaines, ferroviaires et routières. Les villes-centres s'occupaient chacune de leur périph' ou de leur contournement, mais peu de gens s'occupaient de la mobilité. Je ne dis pas qu'il y a de la congestion dans la grande couronne, mais la mobilité de ces gens-là n'a pas été pensée. Avec un certain nombre de phénomènes que je cite ici, tels que l'augmentation de portée, on en a parlé, l'étalement, on en a parlé, et la superposition des flux domicile-travail aux flux interurbains. De fait, la majorité des actifs dans les périphéries des grandes métropoles sont des captifs de la voiture particulière qu'avons-nous à leur proposer. Donc voilà, j'ai fini pour la deuxième partie. Je vais maintenant passer aux expériences étrangères, en commençant par le partage modal dans les métropoles. Le partage modal dans des pays voisins et plus précisément ensuite dans les métropoles européennes. Alors tout d'abord au niveau des pays, si vous allez chercher les données Eurostat, vous avez la consommation de transport par mode et par pays. Donc vous voyez que la France, avec 11 800 km, je ne sais plus en quelle année c'était ça, 2009, est au-dessus de la moyenne de l'Europe des 15 et a fortiori de l'Europe des 27, qu'on est les champions en matière de consommation de transport ferré. On est les premiers d'ailleurs. On est également très bons, mais pas tout à fait les premiers quand même, en tram et métro, et on n'est pas loin d'être les derniers pour les transports collectifs routiers. Il n'y a pas de raison à cela, parce que si vous croisez ces analyses-là avec des analyses de densité, c'est normalement les pays les plus denses, et ce n'est pas la France qui est un pays dense, qui devrait être en tête au niveau des transports guidés lourds, puisque tout cela est une affaire de densité de demande, si on veut massifier les flux. Et que ce sont les pays les moins denses, comme l'Espagne, la France et quelques autres pays, qui devraient utiliser a fortiori des modes légers comme cela. Ce n'est pas le cas. On a donc des cultures. La France a une culture ferroviaire très marquée. La pensée en France est sur des rails. Et il y a beaucoup de pays pour lesquels la pensée est sur la route et trop sur la route, notamment les pays d'Amérique du Sud. Alors, il y a une autre source de données, c'est le groupement des autorités responsables des AOT, des autorités organisatrices de transport, qui a établi un baromètre pour une vingtaine de métropoles européennes. Et donc vous voyez que si vous prenez par exemple Paris, le partage modal des modes motorisés, là on exclut la marche, dans la ville-centre, 64% transport collectif, pour 36% voiture, on est les champions ex aequo avec Madrid et Helsinki. Mais si vous prenez la région, Madrid fait la course en tête avec 50-50 et nous on est dans le peloton de queue avec 30-70. Voilà, ça résume ce que je disais. Voilà, alors il semblerait qu'à la dernière GT, ce chiffre est un peu évolué, mais ce qui est certain, c'est que 20 ou 17 points d'écart par rapport au premier de la classe, c'est monstrueux, c'est énorme. Et ce d'autant plus que cet écart se creuse uniquement sur la grande couronne. On voit bien qu'il y a là aussi un problème de modèle. Si vous regardez le semi des gares, comparé entre Londres, Paris, etc., vous vous apercevez qu'on est très jacobin, très centralisateur. On a un semi de gare qui est très très élevé dans la ville-centre et très faible au-delà. Et en plus, on n'utilise pas les modes collectifs routiers. Alors, si on regarde un peu plus en détail, il faut savoir que Madrid, ce n'est pas la ville-centre, c'est Paris plus la petite couronne. Donc l'écart, il se fait là-dessus, pour arriver à ce résultat-là.
Alors toujours avec les mêmes bases de données, le MTA, vous avez pour ces deux régions la consommation de transport exprimée en nombre de déplacements et en nombre de kilomètres, avec 3 ou 4 catégories de modes de transport, le bus urbain, le métro, le rail, TER, RER. Et vous voyez que en divisant ce chiffre-là par celui-là, vous avez la portée moyenne des déplacements, et vous voyez qu'il y a des catégories de portée pour chaque mode. C'est-à-dire que le bus urbain adresse des déplacements très courts. Pourquoi? Parce qu'il y a des arrêts tous les 300 ou 400 mètres, donc la vitesse commerciale est faible. Donc vous n'allez pas prendre un bus pour faire 20 km, vous y mettriez un temps fou. Et donc le bus, c'est bien fait, le bus urbain, pour adresser des déplacements courts. C'est d'ailleurs ce que disent les statistiques. L'observation, et pas de la prospective. Le métro, lui, adresse des déplacements plus longs. Le train adresse des déplacements de 15 à 20 km. Et à Madrid, ils ont un truc bizarre qu'ils appellent le Suburban Bus, qui adresse justement des déplacements longs. C'est assez marrant, parce que c'est exactement le problème qu'on évoque depuis le début, sur le domicile de travail. Alors ça date un peu maintenant. Donc, ce modèle-là madrilène, on le trouve ici, et ici, il n'y en a pratiquement pas. Et en nombre, en consommation de transport, c'est quand même très important, puisque ça pèse autant que le métro ou le TER. Donc on voit qu'il y a quelque chose là. On a vu qu'il y avait un écart en matière de partage modal énorme, et on voit ici que l'une des raisons de cet écart, c'est ce mode de transport. Alors comment fonctionne ce mode de transport? Eh bien, dans l'esprit, ils ont des lignes qui irriguent un bassin de vie en grande couronne. Alors oui, j'ai oublié de dire, la région autonome de Madrid, c'est 6 millions d'habitants, nous c'est 12, c'est 8000 km², nous c'est 12 000. Donc en gros, 50% sur la population et les 2/3 sur la surface. Donc ils ont des lignes qui irriguent la grande couronne et puis qui vont sur une autoroute et qui alimentent un pôle multimodal situé sur une gare de métro circulaire ici. Alors, le modèle, finalement, c'est la ligne de métro circulaire avec des pôles multimodaux, qu'on voit ici, et des autoroutes, des corridors autoroutiers qui permettent la massification des flux et qui permettent surtout une vitesse commerciale élevée, sans arrêt. Et si on regarde ce qui se passe sur les corridors autoroutiers, vous voyez que sur un corridor, là, ils ont 15 lignes avec 1000 bus par jour, là, ils en ont 57 de lignes, avec 4000 bus par jour sur le corridor A6 qui est celui-là. Moyenne par corridor 25 lignes express, 2000 courses par jour, 60 000 passagers par jour. Il faut savoir qu'une voie rapide d'autoroute, ça écoule 20 000 passagers par jour, en gros. Le fait de mettre des bus, ça n'enlève pas de la capacité. Hein. Vous enlevez 2 voitures, vous mettez un bus avec 40 personnes, c'est pas ça qui va changer la capacité. Mais vous transportez 60 000 voyageurs de plus, c'est-à-dire 3 voies de plus. C'est-à-dire qu'on peut faire plus en mobilité avec ce qui existe. Alors, point important, les pôles d'échange. Les pôles d'échange, chez eux, c'est vrai aussi dans l'Amérique du Sud, vous avez ici les bus interurbains, périurbains, je dirais, et là, les 2 lignes de métro. Et puis, vous allez en 30 secondes de là à là, à l'abri des intempéries, etc. L'intermodalité en France, c'est un vrai sujet, qui est inversement proportionnel à la fréquence d'utilisation du mot. La réalité physique, elle est inversement proportionnelle. Actuellement, l'un des sujets qui excite le plus toutes les équipes autour du Grand Paris, c'est l'intermodalité entre le RER, le TER et le Grand Paris. Le deuxième grand sujet qui les excite beaucoup, c'est est-ce qu'on va faire des parkings de 400 places ou de 500 places sur les gares du Grand Paris? Et quand on leur dit, avec une ligne d'autocar, vous avez non pas 400 ou 500 actifs qui arrivent, mais 2000, et avec 25 lignes, vous en avez 50 000, il y a un phénomène arrêt-lecture. Si vous vous souvenez de la carte que j'ai montrée tout à l'heure, elle a une caractéristique étonnante, cette carte. Alors je crois que depuis qu'on les bassine, ils ont changé la chose. Il n'y a pas 1 kilomètre de route dessus. Comment voulez-vous vous poser la question de l'intermodalité si vous ne savez pas si une gare est à 500 mètres ou à 5 km d'une voie rapide? Impossible.
Voilà, donc, alors, quand on résume le système, 350 lignes, 20 000 km, en plus des bus, hein, on n'est pas sur les bus, là on est sur les autocars. L'autocar, on est assis, on a une ceinture, hein, et ça roule à 90 km/h sur voie rapide. Le bus ne va pas sur voie rapide, puisqu'on est debout. Ce grand corridor autoroutier, on en a parlé, très peu de sites propres, elle rabatte les flux sur les ports multimodaux, elle transporte 900 000 voyageurs. Ce qui est important, ce n'est pas 900 000. C'est 15 km ce qui est important. Et donc 15 fois 900 000. C'est précisément les besoins de mobilité pour les flux domicile-travail en banlieue. Voilà. Alors les expériences françaises, parce qu'on a quand même quelques expériences. Il se trouve que en 1994, 3 lignes de ce type ont été mises en service sur l'A14. Elles partent pour l'une d'entre elles de Mantes-la-Jolie à 46 km de Paris, 3 arrêts, une fonction transit à bonne vitesse, et puis au bout, la gare de RER de la Défense. Une autre des Mureaux, une autre de Verneuil-sur-Seine. Au total, 6 000 voyageurs à peu près. Celle-là fait 3 900 voyageurs par jour. C'est pas grand-chose, c'est toujours ça. Il y en a une autre qui est chez nous, à Cofiroute, entre Dourdan et la gare de RER de Massy, 33 km. Un arrêt là, un autre là. Alors nous, on a fait un parking de covoiturage au mois d'avril, 150 places qui est plein, bien évidemment. Et ici, les élus de ce petit bassin de vie ont demandé à ce qu'il y ait une gare autoroutière qui a été réalisée, et ça marche très très bien. Voilà, on a fait une enquête sur les usagers de cette gare, et qu'est-ce qu'on trouve? Exactement le problème qu'on évoque depuis le début, 80% de domicile au travail, 20% de domicile études. Les origines, un petit bassin de vie. Donc une mobilité de proximité pour se rabattre là-dessus, et puis ensuite une fonction transit, et puis le RER avec sa puissance de desserte de la zone centrale. La gare, alors les bus roulent dans le flot. Au voisinage de la gare, il y a une petite voie à côté, il y a une gare, et puis au-dessus, vous avez un parking à voiture, une petite gare pour des lignes d'autobus qui circulent dans le coin, gare à vélo, etc. Ce qui est étonnant, c'est que c'est l'un des rares parkings de dissuasion qui a 2 caractéristiques. Il ne coûte pas grand-chose parce qu'il est dans la pampa et le foncier ne coûte pas cher. Et en plus, il marche, et comme il marche, ils ont dû le doubler, et là, ils envisagent le tripler. 2 caractéristiques assez étonnantes pour les parkings de dissuasion. Alors, la petite gare qu'on a faite à Longvilliers, vous voyez, elle ne coûte pas cher. Et le parking qu'on a ouvert au mois d'avril, avant l'ouverture et après. Alors, je me suis amusé avec l'aide de Jean-Marc à faire quelques calculs. L'automobiliste qui laisse sa voiture là, au lieu de parcourir 33 km pour aller là, il économise 16 000 km. Il économise donc à peu près 1000 litres de carburant. On voit le poids dans le budget du ménage, 1400 € à peu près. Alors si je prends 40 grammes pour les autocars, il y a des débats peut-être là-dessus, il faudra éclaircir ça. Au lieu de 170, on a une économie de 2 tonnes de CO2 par an et par actif, sans taxes, sans mesures coercitives. Oh, c'est pas grand-chose. Mais si on prend les 350 lignes de Madrid, 900 000 voyages, 450 000 actifs, pour à peu près, je ne sais pas si c'est 15 ou 17 km, ça fait 500 000 tonnes. Alors moi, je ne suis pas compétent dans les tonnes de CO2. Comme je n'étais pas compétent, je me suis dit qu'il faudrait trouver une référence. Alors j'en ai trouvé une dans le projet de SNIT de octobre 2011, qui prévoyait 107 milliards d'investissements dans les LGV. Et dans le document, l'analyse environnementale, on y apprend que ça permet d'économiser en net 1 400 000 tonnes par an. Or, comme ce truc-là a dû coûter beaucoup moins que 3 milliards d'euros, et que là, on est à 30 fois plus, pour simplement un coef 3 ici, je me dis, il y a un coef 10 qui se balade quelque part. J'ai beau refaire le calcul, chaque fois que je présente ça, je dis dans la salle, vérifiez, peut-être que je me suis trompé, vu mon âge avancé. Pour le moment, personne ne m'a contredit. Donc, il y a un coef 10 qui se balade. Et alors, si j'ai pris les TGV, c'est parce que depuis, ils ont été abandonnés. La commission Mobilité 21, présidée par Philippe Duron, a dit on n'a pas les moyens de se payer tout ça, donc on ne les fait pas. Donc j'ai été sympa, je n'ai pas pris les projets de TCSP, qui sont également dans le SNIT, et pour lesquels on retrouve le coef 10. Mais ça ne faisait pas très sérieux de les mettre par écrit. Donc je ne l'ai pas mis. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est une banalité foudroyante. C'est qu'en France, nous sommes dans une logique de projet. Si on se met dans une logique de service,
Que peut-on faire avec ce qui existe pour transporter plus et mieux du point de départ au point d'arrivée? Que peut-on faire si on veut que la route et le rail fonctionnent comme un seul système d'infrastructure au service de la mobilité, au service des individus? Eh bien, si on fait rouler des lignes d'express sur des autoroutes qui sont financées, entretenues, il est évident qu'on trouve un QF10. Pourquoi? Parce que ce qu'on investit, ce qui coûte là-dedans, c'est pas de faire 33 km de transport en commun en site propre, c'est de faire une belle gare multimodale ici et peut-être 7 ou 8 km de site propre au bout, parce qu'au bout ça coince un peu et franchement il faudrait faire quelque chose. Hein, voilà, et le QF10 il est là, il n'est pas ailleurs, hein, il n'y a pas à chercher 107 ans. Voilà, donc ça c'est le slogan que Bertrand Lemoine, qui était directeur général de l'Atelier international du Grand Paris, avait bien exprimé. Et puis, je voudrais dire un mot sur les sites propres, hein, parce qu'il y a une grande... En France, on est très projet. Et donc, quand on parle de Madrid, quand on dit à un élu, vous devriez aller voir ce qui se passe à Madrid, il va à Madrid, il revient, et je lui dis, alors qu'est-ce que vous avez vu? Il me dit, la Villa de Alta Ocupación, le site propre. Et je dis, ça y est, il a encore vu ce qui ne pèse que 5% de la solution. Et on va en parler maintenant. Voilà. À Madrid, le site propre, c'est l'exception. Et donc, on a deux options. L'une qui consiste ça c'est ce qu'on adore en France. Hein. D'ailleurs, le choix des mots n'est pas neutre. Ça, c'est propre. Ça, c'est sale. Sauf que ces gens-là, en théorie économique, à Cofiroute, on a une notion qu'on arrive à mesurer, hein, qui s'appelle l'amertume. Et quand on génère beaucoup d'amertume, c'est pas très bon. Parce que ces gens-là, ils se rendent bien compte que ce truc-là est sous-utilisé et qu'on a grillé de l'utilité collective. Alors il y a des principes de partage, hein, où on peut se dire, tiens, là par exemple, on pourrait faire rouler des covoitureurs, on pourrait encourager les modes partagés. Hein. Alors, à Madrid, sur l'une des 6 autoroutes, il y a effectivement, sur 2,9 km ou 3,9 km, un site propre, mais alors ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 200 bus à l'heure de pointe, ce qui est énorme. Hein. Et donc voilà le modèle madrilène, ah non, c'est 3,8 km. Une voie, comme ils n'avaient pas beaucoup de place, hein, utilisée dans le sens entrant, elle est réversible, sans entrant le matin, sans sortant le soir, sans sortant le samedi matin, sans entrant le dimanche soir, et qui a une efficacité monstrueuse, hein, 8000 passagers par heure, c'est l'équivalent de 4 voies d'autoroute. Sur les 12 km suivants, ils avaient un peu plus de place, hein, ils pouvaient mettre 2 voies, mais au lieu de mettre une voie dans chaque sens, ils ont continué réversible. 2 voies entrantes le matin, 2 voies sortantes le soir, mais ouvert aux covoitureurs et aux 2 roues motorisées. Et là, ils ont une efficacité un peu moindre que ça, par voie, mais qui est quand même énorme. Et une très bonne acceptabilité sociale. Et si on regarde aux USA, ceux qui connaissent les USA savent qu'il y a des HOV, High Occupancy Vehicle Lanes, réservés aux autocars, mais sans séparation physique en général, aux autocars et covoitureurs. Il y en a à peu près 4000 km. Ils ont mis 1 ou 2 ans à s'apercevoir qu'il fallait l'ouvrir aux covoitureurs, ce genre de choses. Ils réagissent vite là-bas. Ils avaient au début commencé par une voie réservée aux bus et puis se sont aperçus que ce n'était pas acceptable en matière d'acceptabilité sociale. Ils l'ont ouverte aux véhicules transportant 2 personnes. Maintenant, il y en a à peu près 4000 km. Et depuis peu, ils sont passés aux HOT lanes, c'est-à-dire que lorsque cette voie n'est pas pleine, ils l'ouvrent aux autosolistes pressés moyennant un péage. C'est-à-dire que les autres circulent gratuitement et l'autosoliste pressé à péage. La logique, c'est utilisation optimale de l'infrastructure. Il se trouve que nous, on en exploite 2, comme ça, à Minneapolis, qui est une petite ville, 200 000 habitants, 400 000 avec la banlieue. Et ils avaient des voies HOV, donc réservées aux covoitureurs, de 10 à 20 km, qui étaient sous-utilisées. Et donc, voilà, vous voyez, il n'y a pas de séparation physique, il y a juste quelques capteurs qui vont permettre de lire le badge du véhicule, et dans le cas où il est autosoliste, il est censé payer. Ce qui est étonnant, c'est que le tarif varie toutes les 3 minutes. Le problème, ce n'est pas la technique, ça marche très bien. Ce qui est intéressant, c'est l'acceptabilité sociale. Pourquoi y a-t-il l'acceptabilité sociale? Parce qu'il y a de l'équité, fluide et gratuit pour les autocars et covoitureurs. On encourage les modes partagés, il y a de l'équité sociale, et il y a une liberté de choix, accessible mais à péage pour les conducteurs solos.
Voilà, donc c'est une petite ville, mais cette voie-là écoule 2 fois plus de voyageurs, en gros, hein, qu'une voie normale. Et en 2000, alors ça c'est la carte, elle date de 2011, elle donnait la situation en 2009, il y avait 8 projets en service, j'ai vérifié il y a quelques semaines, maintenant il y en a le double. Ça se répand. Donc si on regarde les usages partagés des voies rapides, quelques retours d'expérience en résumé, le modèle madrilène hors voie réservée, une alternative à la voiture accessible au plus grand nombre, coût faible, pas de site propre, une conception vraiment intermodale, avec les gares multimodales. Le modèle de la VAO, une efficacité exceptionnelle, hein, en nombre de passagers par heure. Hein. Le modèle US, des voies rapides à 2 vitesses, un souci de maximisation de l'utilité, etc. Principe de liberté de choix. Et puis, cette histoire d'amertume sociale, c'est important hein, parce que de plus en plus, nos concitoyens voyagent, ils voient ce qui se passe à côté, et puis ils expriment leur mauvaise humeur quand ils ne sont pas contents. Voilà, alors le potentiel du modèle madrilène pour l'Île-de-France, je regarde vite fait l'heure. Ah oui, 13h43. Ça va aller très vite là. Périmètre, donc l'extrapolation Paris-Madrid est assez simple. En France, en Île-de-France, on se dit s'il y en a 900 000 là-bas, c'est bien le diable s'il n'y en a pas 1 million, 1 500 000 chez nous. Quand on recoupe avec les portées, on s'aperçoit qu'il y a 1 600 000 déplacements de plus de 5 km, ce qui fait 3 200 000 mouvements, matin et soir. Un tiers sont déjà sur TER, RER, et 2 tiers qui sont en voiture. Et donc l'idée, c'est de dire on pourrait peut-être en faire basculer la moitié. Alors on a regardé, je passe très vite, hein, la région a commencé à s'intéresser à ces sujets-là en février 2012 dans le cadre du plan de déplacement urbain, et nous on a esquissé, mais ce n'est qu'une idée, quelque chose qui pourrait être un petit peu le Grand Paris de la Grande Couronne, sachant que le Grand Paris est ici en bleu, on le voit ici, donc l'idée ça a consisté à chercher les pôles multimodaux qui sont proches d'une voie rapide. Alors oui, cette carte est totalement révolutionnaire parce que sur la même carte, vous avez des routes et des transports guidés. Il y en a très peu comme ça. Vous avez une chance inouïe, vous ne vous rendez pas compte là. Donc vous avez des lignes de RER, etc., hein, qui apparaissent en vert en général. Et puis les principaux corridors radio, il y en a une douzaine, qui pourraient être les lieux sur le modèle madrilène qui permettraient la massification par des lignes d'autocar, qui, elles, desserviraient des pôles multimodaux de rang 1, de RER ou de TER ou du futur Grand Paris, par des trajets qui peuvent être en baïonnette grâce à la francilienne. Il y a beaucoup de déplacements pour lesquels on constate que la baïonnette a une très grande utilité. En voilà d'ailleurs un exemple, hein, qui est dans un secteur que nous connaissons bien, où ça c'est la gare, la ligne qui existe. On peut se dire, Rambouillet c'est bien le diable, s'il n'y a pas une utilité vers Massy ou vers Évry-Courcouronnes et ainsi de suite. Pour la petite histoire, j'ai mis sur cette carte un projet qui est le TCSP Massy-Évry. Vous voyez tous ces petits points? C'est les arrêts. Vous voyez la gare d'Ourdan-Massy, il y a 1, 2, 3 arrêts. Il est clair que ces deux systèmes de transport n'adressent pas du tout le même type de mobilité. Il est clair qu'il y en a un qui adresse le cabotage, les trajets courts, et l'autre les trajets longs. Je l'ai mis sur la même carte pour qu'on visualise un petit peu ces problèmes-là. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.